Je vais enregistrer ce MOOC. Je me suis présentée. Je suis Manon, j'animerai la réunion de ce soir. Je suis chargée de mission environnement. En fait, j'ai en charge la coordination du programme Nature. Nature, c'est nos actions pour des territoires aux usages respectueux de l'environnement et de la santé. C'est un peu un nom à rallonge. Parmi ce programme-là, on a décidé de mener l'action de créer ce MOOC Jardiner avec le vivant avec 4 autres associations. Donc, on a Bretagne Vivante, Eau et Rivières de Bretagne, qui est avec nous ce soir, avec Dominique Legout. On a également la Maison de la Bio du Finistère, Vers le Jardin. Vous aurez l'occasion de les rencontrer à différents jeudis, du coup. En tant que chargée de mission environnement à la MCE, moi, j'ai le rôle de coordonner le projet du MOOC Jardiner avec le vivant. Et je suis également responsable de la première séquence Pousser les portes du jardin, qui est en ligne depuis ce lundi. Alors, les webinaires, en fait, je ne serai pas là tous les jeudis. Vous aurez l'occasion de rencontrer les différents responsables de séquence sur les 6 semaines à venir. Donc, vous rencontrerez toute l'équipe du MOOC. Je reprécise que le webinaire, il ne s'agit pas du cours. Vous pouvez suivre le cours, le MOOC, en ligne sur la plateforme de Téléformation. On est là ce soir pour comme je disais tout à l'heure en introduction, pour échanger entre nous, répondre à vos questions, un peu approfondir le sujet. Je suis désolée si, d'avance, je m'excuse, si on n'a pas pu répondre à toutes vos questions. On essaiera, dans la mesure du possible, de les regrouper, de les trier, grâce à nos animateurs qui m'accompagnent ce soir. Mais par contre, on ne pourra pas traiter les questions du genre, si vous vous demandez comment répondre à une question du quiz ou ce genre de questions très précises, on n'est pas là ce soir pour refaire le cours. On est surtout là pour échanger entre nous. Alors, vous l'aurez bien vu, je pense, vous êtes nombreux ce soir, presque un peu plus de 170 personnes. Ça devrait encore arriver dans les minutes qui suivent. Donc, on vous demandera de ne pas prendre la parole. C'est pour ça que tous vos micros sont coupés et vos caméras également, pour éviter d'utiliser trop la bande passante pour les personnes qui n'ont pas trop de connexion. Voilà, on sera les seuls à avoir nos caméras d'allumées. Voilà pour les petites présentations de l'organisation de ce soir. Je vais laisser la parole aux animateurs qui m'accompagnent ce soir, à Adeline et à Tristan, pour se présenter. Bonjour à tous, donc moi c'est Adeline, donc je vais être avec vous pendant ce webinaire, je vais collecter les questions. Donc je suis éco-jardinière et je travaille en collectivité. Je fais aussi partie de l'association Bretagne Vivante et je suis animatrice du MOOC. Donc vous allez me voir, on est 7 autres personnes pour vous accompagner dans cette aventure, pour répondre à vos questions, pour essayer de rendre ce cours un peu plus vivant comme c'est un cours à distance. Donc voilà. Et puis oui, moi, comme je vous disais, mon rôle ce soir, ça va être de collecter les questions et de les trier. Voilà. Je laisse la parole à Tristan. Alors, bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend. Moi, ce soir, je suis là pour récolter vos questions. Si vous avez des petits problèmes techniques, voilà, si jamais un petit problème de micro, vous n'avez pas d'image ou n'importe quel problème, je me ferai un plaisir de m'occuper de ça. Si vous voulez, parlez-moi directement en privé. Si vous avez un petit problème technique, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points à côté de mon nom et puis me parler directement en privé, ou même dans l'onglet discussion, vous pouvez taper Dristan, D-R-Y-S-T-A-N, et puis vous pourrez me poser votre question. Pour tout problème technique, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je laisse la parole.
Merci à vous. Et donc, on va pouvoir commencer. Je vais laisser la parole aux invités pour se présenter. Pour juste prendre les questions, du coup, vous l'aurez bien compris, ça sera uniquement par le chat. C'est Adeline qui sera en charge de trier et récolter vos questions. Vous pouvez désormais poser vos questions. On va d'abord commencer par le sujet numéro 1 de la séquence, qui est faire connaissance avec le MOOC, où en fait, on parle plutôt de la notion de jardiner avec le vivant. C'était plutôt l'objectif de, voilà, que vous compreniez le fonctionnement du MOOC, la notion qu'on essaye de vous apprendre, qu'on essaiera de vous apprendre sur les 6 semaines à venir. Donc, n'hésitez pas à déjà vous poser vos questions dans le chat pendant que nos 2 invités vont se présenter. Puis après, on passera au sujet 2 et au sujet 3. Je vous indiquerai quand est-ce qu'on pourra prendre vos questions sur les sujets suivants. Alors, est-ce que Dominique, tu es avec nous? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Dominique Legout, je travaille pour l'association Eau et Rivières de Bretagne, et donc pour laquelle je suis chargée de mission pesticides et santé. Comme a eu l'occasion de l'évoquer Manon tout à l'heure, on travaille sur un programme interassociatif ensemble et qui a vu la création de ce MOOC, mais c'est un travail qui dure depuis plusieurs années, dizaines d'années même, puisque le programme est assez ancien et Eau et Rivières est partie prenante de ce programme interassociatif depuis le départ et effectivement particulièrement sur la question des pesticides et les aspects réglementaires. Donc c'est à cette occasion-là qu'on a pu présenter un certain nombre d'éléments dans cette première partie du MOOC. Je ne fais pas plus long pour l'instant, Manon. Non, ça ira, ouais, je te remercie. Je vais laisser Florence se présenter à son tour. Bonjour à tous. Alors, effectivement, Florence Gottigno, moi je suis paysagiste concepteur et je me suis spécialisée depuis plusieurs années dans la conception et l'accompagnement des projets de jardins de soins dans les établissements médico-sociaux. Donc, donc je suis des établissements pour les aider dans la démarche du projet et puis dessiner avec eux leur jardin. J'interviens également pour le centre de formation de Chaumont-sur-Loire qui aborde ces thématiques-là de jardin à visée thérapeutique depuis 2012. Donc, pour Chaumont-sur-Loire, en fait, j'anime en binôme le module de base et puis le module conception, mais il y a aussi des modules sur l'animation, sur l'osier, sur la phytosociologie, le jardinage adapté, des thématiques comme cela. Et depuis en 2017, en fait, à la suite d'un symposium, on s'est réunis avec un petit groupe de personnes pour créer la Fédération française Jardin, Nature et Santé. Parce qu'en fait, on faisait un constat, c'est que les jardins de soins se développaient en France, mais il y avait un certain engouement pour l'hortithérapie, mais assez difficile de convaincre les décideurs. Donc, en fait, on a voulu se fédérer pour pouvoir promouvoir un petit peu ces pratiques et aider les porteurs de projets en leur mettant à disposition des éléments. Et puis, soutenir aussi les professionnels qui s'impliquaient dans cette démarche. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Manon, c'est suffisant? Oui, je te remercie beaucoup. Alors, dans le chat, on n'a pas encore de questions, donc n'hésitez pas à les poser. Adeline est là pour ça. Du coup, sur le sujet 1, s'il n'y a pas de questions, je ne vais pas pouvoir me poser des questions à moi-même, malheureusement. Mais du coup, on peut peut-être passer au sujet 2 sur les pesticides avec Dominique. Je vais essayer d'introduire avec des petites questions. Et puis, si ça vient au fur et à mesure, on pourra revenir sur le sujet 1 après. Dominique, du coup,
sur les pesticides, est-ce que, bon, je ne vais pas te demander de résumer le cours, mais est-ce que tu peux peut-être rappeler déjà l'historique de nos associations, la lutte qu'on a commencé depuis plus de 20 ans sur les pesticides, un peu expliquer d'où ça vient et pourquoi c'est important pour nous de faire passer le message. Donc, le début du travail partenarial sur la question des pesticides est notre première réelle association officielle et un peu connue. C'est le fait qu'en tant qu'association de consommateurs, puisque Rivière est une association de consommateurs et la Maison de la consommation et de l'environnement fédère aussi des associations de consommateurs, nous avons porté plainte contre l'entreprise Monsanto qui, au début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, vendait en fait son fameux désherbant Roundup dans un emballage où il était inscrit qu'il était biodégradable. Il y avait un petit logo même qui montrait qu'il était respectueux de l'environnement avec un petit oiseau. Et donc, ça a été, ça paraît, ça montre justement l'évolution, cette évolution réglementaire qu'on a pu connaître et l'évolution de la question des pesticides, puisque en fait, il y a 20 ans de ça, ça ne choquait personne, si ce n'est nous peut-être, que Monsanto vende son Roundup comme étant un produit biodégradable. C'est donc un combat que nous avons mené devant les tribunaux et que nous avons définitivement gagné, puisque Monsanto a été condamné en première instance. Il a fait appel, il a été condamné en appel et c'est même allé jusqu'en cassation, qui est un peu le dernier recours, si je peux dire. Et nous avons aussi obtenu gain de cause. Donc, on peut légitimement dire que cette publicité était mensongère. Autre fait qui est lié à ce recours devant les tribunaux, ça a aussi entraîné une évolution de la réglementation, puisqu'en fait, dans la loi française par la suite, il a été demandé que les pesticides ne fassent pas l'objet de mentions exagérément sécurisantes, comme pouvait l'être la mention biodégradable, ne nuit pas à l'environnement, etc. Donc on voit bien que cette action, elle a eu divers retentissement à la fois médiatique, mais aussi elle a permis l'évolution réglementaire. Et bien évidemment, le travail de nos associations ne s'est pas arrêté là. Et en parallèle, on a bien évidemment continué à travailler sur cette sensibilisation au danger de l'usage des pesticides, puisqu'à l'époque, c'était un peu plus ça qui nous occupait. Avec une évolution au fur et à mesure des années sur cette question de jardiner avec le vivant. Super, merci Dominique. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit que malheureusement, peut-être certaines personnes n'ont pas encore suivi le MOOC, donc ce n'est pas forcément évident de poser des questions, mais je suis sûre que ça va venir au fur et à mesure des échanges. Je viens d'avoir une question justement. Faites-vous un travail en commun avec des associations d'autres régions que la Bretagne? Je peux commencer à répondre. Dominique, tu as plus d'historique que moi, mais jusqu'ici, nos partenariats étaient majoritairement bretons. On a un rayonnement régional en fait pour la majorité de nos associations. Et là, grâce au MOOC, on a pu justement élargir ces frontières-là. Et c'était quelque chose d'assez nouveau pour nous et assez super. On a pu créer des partenariats avec notamment Terre Vivante ou les CPN, c'est j'ai oublié, mais c'est les clubs nature, connaître la nature et protéger, connaître et protéger la nature, c'est ça. Voilà, ce genre d'associations avec lesquelles qui sont plutôt nationales ou alors d'autres régions, mais
coup qu'on n'avait pas forcément, enfin, on les connaissait, mais on ne travaillait pas ensemble jusqu'ici. Donc, le MOOC a permis justement d'ouvrir toutes ces frontières-là et d'enrichir nos connaissances et nos partenariats là-dessus. Est-ce que tu veux compléter, Dominique? Oui, alors effectivement, concernant spécifiquement Eau et Rivière, et c'est le cas aussi pour Bretagne Vivante, qui est un des partenaires du MOOC, on est membre d'une fédération qui s'appelle France Nature Environnement Bretagne et qui s'organise aussi à l'échelle nationale. Donc, on est membre de France Nature Environnement au niveau national. Et sur la question plus particulièrement des pesticides, on a aussi l'occasion de travailler avec d'autres associations de niveau national sur des questions en particulier et notamment sur des questions sur la semaine pour les alternatives aux pesticides, par exemple, qui a lieu en ce moment, ou sur des questions plus réglementaires en lien avec l'usage des pesticides et la protection des populations. Et je pense notamment à des associations comme Génération Future ou l'UFC-Que Choisir, etc., avec lesquelles on a l'occasion aussi de travailler sur ces sujets au niveau national. Il y a une autre personne qui me demande si on a des documents qui retracent ce travail d'action collective. Elle met par exemple des thèses ou des mémoires. Je ne sais pas si on a des rapports qui peuvent retracer nos actions. On a alors sur la question de l'historique du procès Roundup, on avait fait normalement on a les différentes étapes, par exemple, sur notre site internet. Alors, il faudra que je travaille un peu pour vous chercher le lien exact, mais on pourra vous le faire suivre. On n'a pas forcément beaucoup le temps de s'arrêter et de compiler, alors que c'est effectivement un travail très intéressant. Dans le cadre quand même du programme interassociatif qu'on organise sur lequel on travaille avec la NCE, on s'est posé en 2013 pour les 15 ans du programme pour essayer justement de faire le bilan un peu des actions qu'on avait pu réaliser. Et je ne sais pas si on a laissé ce document-là en ligne ou pas. Ça mériterait qu'on y jette un coup d'œil et qu'on puisse vous le faire suivre. Oui, merci Dominique. Alors, j'ai plusieurs questions par rapport à l'accès aux cours. Je suis désolée Dominique, ça n'a pas de rapport avec ton sujet, mais j'en profite de faire un rappel. Du coup, le webinaire de ce soir n'est pas le cours du MOOC est en ligne. Donc, je vais vous remettre le lien dans le chat. En fait, même dans la newsletter que vous avez reçue pour vous inscrire, c'était bien spécifié, enfin, il y avait bien le lien pour avoir accès au cours. Le cours est en ligne, donc le but des webinaires, c'était, voilà, si vous avez commencé à suivre le cours, ce qui n'est pas obligatoire, si vous avez des questions, en fait, c'était justement d'échanger avec nous par rapport au cours qui est en ligne. Donc, le but de la réunion, c'est pas voilà, de refaire le cours. N'hésitez pas à aller voir dans le chat, je vous ai remis le cours, le lien, pardon, il vous suffit de cliquer pour avoir accès à la plateforme. Voilà, je vous redis juste ça. Alors, j'ai une autre question, Dominique. Est-ce qu'il y a des approches auprès des syndicats agricoles tels que la FNSEA? Alors, je ne vous ai pas fait une présentation très détaillée de l'action d'Eau et Rivière de Bretagne parce qu'en fait, on fait quand même un certain nombre de choses. On est une association qui agit sur l'éducation à l'environnement. Donc, on travaille pas mal à la sensibilisation des scolaires, mais aussi à l'information du grand public. Et on a un souhait qui est ancré en nous, c'est de participer aux différentes instances de concertation. Alors, on n'a pas de travail en lien direct avec la FNSEA. Par contre,
on participe à des instances de concertation sur des politiques. Alors en ce moment, par exemple, l'actualité de la Bretagne du moment sur les questions agricoles, c'est les algues vertes. On est en train de travailler sur un nouveau programme, si je peux dire, de lutte contre les algues vertes. Et on participe justement à ces instances de concertation dans lesquelles sont représentés les syndicats agricoles. Donc, il n'y a pas de confrontation, si je peux dire, en direct, et en tout cas juste FNSEA Eaux et Rivières de Bretagne, mais au travers des instances dans lesquelles on peut participer, on a l'occasion de se rencontrer, d'échanger nos points de vue et de discuter sur différents sujets. Du coup, il y a d'autres questions qui arrivent par rapport à ce sujet-là. Est-ce que c'est vous suivez une méthodologie spécifique, mais du coup, je pense que le vous, c'est nos associations ou spécialement aux rivières, mais est-ce que vous suivez une méthodologie spécifique pour mettre en place ces actions collectives? Non. Alors, les actions ça paraît désorganisé comme réponse, mais je ne suis pas sûre de bien saisir la question et du coup, j'aurais tendance à dire non. Je demanderai à la personne qui a posé la question de préciser quelles actions qu'elle parle, si c'est par rapport au programme comme le MOOC par exemple, ou si c'est spécialement adressé à Eaux et Rivières. Ce sera peut-être plus facile de répondre. Parce qu'en tout cas, si c'est concernant les actions interassociatives que l'on mène au sein du programme Nature, on a un groupe de travail en fait et un comité de pilotage qui réfléchit aux actions qui souhaitent mettre en œuvre, qui sont en lien avec les enjeux de nos territoires sur ces questions particulières de l'exposition aux pesticides, de l'accès à la nature, du lien à la nature, etc. Et donc, et après, comme un peu comme le nerf de la guerre, c'est l'argent, on essaye de vendre nos bonnes idées à des financeurs intéressés. Et c'est notamment la raison pour laquelle on a décroché pour ce MOOC des partenariats publics au niveau d'instances départementales ou régionales Bretagne qui nous soutiennent et qui soutiennent ces actions de sensibilisation à l'attention du grand public sur la question du jardinage naturel. La personne vient de préciser qu'elle parlait des actions collectives contre les pesticides, donc tu y as en partie répondu, du coup. Merci. Il y a une autre personne qui souhaitait savoir si on avait des documents pour communiquer les messages aux lycéens, plutôt par rapport à la législation, du coup. Non. Vous trouverez dans les documents dans les ressources du cours quelques éléments sur la réglementation. C'est une réglementation qui est quand même très dense, donc c'est pas quelque chose de très facile à synthétiser parce qu'en fait, selon les usagers de pesticides, selon les lieux où on va les utiliser, il y a énormément de choses et de possibles, si je peux dire, ou d'interdictions. Et c'est vrai que c'est difficile d'avoir un document synthétique. On a quand même essayé de le faire, nous, dans un cadre un petit peu détourné. Je vous disais tout à l'heure qu'on fait partie d'une fédération qui s'appelle France Nature Environnement. Et dans ce cadre-là, en fait, on a déployé à l'échelle nationale un outil qui s'appelle Sentinelle de la Nature. C'est une application qui est gratuite et qui est disponible sur les sites d'application que vous pouvez retrouver sur Internet et qui a vocation en fait à recueillir des signalements d'atteinte à l'environnement ou au contraire de bonnes pratiques vis-à-vis de l'environnement. Et on a dans ce cadre-là réalisé
essayer de faire des fiches synthétiques qui permettent justement sur certains cas d'expliquer la réglementation et que les personnes qui constatent une atteinte à l'environnement, alors en lien avec les pesticides là, pour l'occasion, mais ça peut être un arrachage de haies ou ce genre de choses, trouvent en fait une explication sur ce que dit la réglementation et ce que, en tant que citoyen, on peut faire pour remédier à la situation, vers qui on peut se retourner, etc. Et donc, dans ce cadre-là, on a quand même deux, trois fiches qui sont plus spécifiques sur l'usage des pesticides. Et j'en profite aussi pour vous dire que dans le cadre de ce programme-là, on a aussi eu l'occasion, enfin dans le cadre du programme Nature, pardon, on a eu l'occasion aussi de travailler vers les lycées agricoles et horticoles. Donc on a fait des sessions d'information et de sensibilisation il y a quelques années de ça, et on a même fait accompagner en fait la transition des lycées agricoles et horticoles pour l'entretien de leurs espaces verts vers le zéro pesticide. Super. Il y a quelqu'un qui a demandé quelles actions va mener cette année l'association. Alors, je vais répondre dans un premier temps par rapport au programme Nature, puis je te laisserai parler de Eaux et Rivières de Bretagne ensuite, si tu veux compléter, parce que je ne sais pas encore à quel niveau est posée la question. Donc, pour le programme Nature, sur l'année 2022, donc on a bien sûr la diffusion du MOOC Jardiner avec le vivant, et on a d'autres actions par rapport à la sensibilisation au biocide, par exemple, où on va faire des animations. On a réalisé une plaquette d'information et du coup, l'idée, c'est de la diffuser, de faire connaître les dangers des biocides, où est-ce qu'on les retrouve, comment faire autrement, etc. On a aussi d'autres actions par rapport à une malle pédagogique que normalement, vous pouvez découvrir dans les ressources complémentaires de la séquence 1. Elle est présentée du coup pour aller plus loin. Où on essaye de former les structures qui sont susceptibles de l'emprunter pour faire des animations sur le jardin. C'est une malle voilà, qui est en 3 modules différents. On étudie la biodiversité, le sol et aussi comment bien aménager son jardin. Donc voilà, on essaye de la faire connaître et de former les structures. Et on a d'autres actions par rapport en fait, l'année dernière, on a créé une boîte à outils qui recense toutes les actions que font nos associations dans le cadre du programme Nature et surtout sur l'entretien des espaces verts ou naturels. À l'origine, elle est à destination des collectivités, mais du coup, cette année, on l'a adaptée pour un autre public qui est les bailleurs sociaux et les copropriétés. Et donc là-dessus, on travaille spécialement sur Rennes Métropole pour travailler sur ce territoire-là avec la métropole. Est-ce que du coup, je te laisse compléter, Dominique, sur si vous avez un programme à Eaux et Rivières de Bretagne? Oui, on a un programme effectivement d'action qui est assez varié, puisqu'en fait, notre association travaille sur l'eau et sur les milieux aquatiques. Donc, il n'y a pas que la question des pesticides qui nous intéresse, le bon état de l'eau d'une manière générale, le bon état des milieux aquatiques également. Donc, on essaye de mener des actions de différents ordres, à la fois pour former nos bénévoles, pour sensibiliser le grand public, et je pense notamment à la question des économies d'eau. Et puis, sur la question des pesticides, on mène actuellement un travail, et j'espère qu'on arrivera à le sortir très prochainement, qui concerne particulièrement justement la contamination de l'eau potable aujourd'hui par des résidus de pesticides, qui devient très problématique pour la Bretagne, mais pour d'autres régions françaises aussi également. Et puis, je crois que je vais répondre un petit peu, parce que j'ai vu défiler sur le chat rapidement. C'est vrai qu'on reste quand même une association principalement régionale qui s'intéresse à la question bretonne.
On ne se saisit pas de toutes les questions nationales et réglementaires sur la question des pesticides. C'est bien à travers le mouvement France Nature Environnement que cela se fait. Donc, il y a effectivement des travaux qui se menent sur les parties plus réglementaires de l'usage et de la persistance de l'usage de certains produits qui devraient bien évidemment être à notre sens interdits, ou avec d'autres associations partenaires, comme j'ai pu vous le dire, notamment via Génération Future, qui travaille à la fois à l'échelle nationale, mais aussi qui a des partenariats à l'échelle européenne, puisqu'en fait, les pesticides, enfin en tout cas les substances actives de pesticides sont autorisées à l'échelle européenne. Nickel. Alors, j'ai encore beaucoup de questions par rapport au but du webinaire. Pour les personnes qui avaient compris que c'était un cours, je suis vraiment désolée que vous l'ayez compris comme ça. Les cours sont accessibles sur la plateforme de Tela Botanica. Le MOOC Jardiner avec le vivant, en fait, c'est un cours, c'est une plateforme où vous avez plein de ressources. En fait, vous y avez accès via le site de Tela Formation. Je vous invite à remonter le chat. Je vous ai mis le lien. Du coup, il y a eu beaucoup de questions entre-temps, mais je vous invite à le remonter. Vous avez juste à cliquer sur le lien et vous arriverez sur la plateforme du cours. Le cours est à suivre sur la plateforme, et les webinaires du jeudi soir, c'est vraiment c'est un rendez-vous qu'on vous propose d'échange avec l'équipe du MOOC. Donc, ce soir, c'est la semaine de la première séquence. Enfin, la première séquence a ouvert lundi, donc on vous propose d'échanger sur la première séquence. La semaine prochaine, on vous proposera d'échanger sur la deuxième séquence avec la responsable de la séquence en question. Et ça, tous les jeudis. En fait, le webinaire n'est pas une composante du cours. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien suivre le cours sur la plateforme sans suivre les webinaires. Les webinaires qu'on vous propose là comme ce soir, c'est vraiment pour poser vos questions, des notions que vous souhaitez approfondir, des notions que vous n'auriez pas compris, etc. C'est vraiment un échange entre du coup, les experts du sujet et les participants, les étudiants en fait, du MOOC. Voilà, désolée, je referme la parenthèse, je vais repasser aux questions dans un instant. Du coup, j'ai une autre question qui demande pourquoi notre initiative n'est pas généralisée et comment faire le poids face aux multinationales. Une étude a démontré des quantités inquiétantes de glyphosate dans nos corps, etc. Comment faire de la prévention, comment inciter, comment faire passer les messages. En fait, ce MOOC, à notre sens, est une des méthodes qu'on a choisies pour sensibiliser effectivement le grand public à cette question des pesticides. C'est une partie de la réponse. On sait bien on essaye d'être une forme de contre-pouvoir à travers d'autres types d'actions, et je vous ai parlé notamment d'actions d'opposition en s'appuyant par des recours devant les tribunaux. On fait du mieux qu'on peut. On a besoin, en fait, nous, en tant qu'associatif, on essaye de mener des actions, mais bien évidemment, plus on est nombreux, plus on pèse. Donc, c'est aussi de cette manière-là que je peux vous inviter à peser avec nous d'une certaine manière. Et puis, le cours, si le MOOC, vous pensez que comme nous, si vous pensez que c'est une bonne solution pour le faire, n'hésitez pas, les inscriptions, elles sont encore toujours possibles. Donc, vous en parlez autour de vous, vous parlez des associations. Et puis, pour ceux qui ne sont pas sur la région Bretagne, il y a toujours des associations implantées auprès de chez vous, et ça peut être une bonne manière aussi de les rejoindre pour échanger et essayer de peser avec elles. Un autre moyen en tant que citoyen, c'est aussi de questionner vos élus sur les choix qu'ils font en termes d'usage des pesticides, en termes d'usage des biocides à l'école pour l'entretien des espaces, etc. Ça peut aussi simplement de questionner autour de soi peut être une bonne manière effectivement pour faire évoluer les choses.
Mais sur les grandes orientations, après, on arrive aussi au choix politique. Et je crois qu'on a des échéances importantes à 2 reprises cette année. Donc, ça peut être aussi une autre manière d'essayer de peser dans le débat public. Je te remercie, Dominique. Alors là, il y a une question de cours assez spécifique. Du coup, c'est par rapport à ton sujet sur les étiquettes des produits. La personne demande si on peut l'éclairer sur comment mieux comprendre ces étiquettes pour mieux acheter. Alors, il y a sur certains produits, notamment cosmétiques, on peut avoir des applications qui permettent d'éclairer de ce point de vue-là. Il y a plusieurs associations qui ont fait un travail là-dessus. Je pense de mémoire au WECF qui travaille sur les questions de santé. C'est effectivement quelque chose qui n'est pas du tout simple parce que c'est des noms de molécules qu'on ne connaît pas forcément. Donc, il y a effectivement les logos et les signes d'alerte ou les phrases de risque qui peuvent nous renseigner quand ils sont affichés sur l'emballage. Après, c'est pas de l'archéologie, mais presque, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher effectivement l'information. Et il y a quelques associations qui travaillent bien sur cette question. Donc voilà, la première qui me vient, c'est le WECF. Ils ont fait des petits livrets justement explicatifs. Il y a aussi des mutualités qui, dans le cadre de la prévention, font aussi ce travail-là pour essayer justement de sensibiliser, de comprendre au mieux les étiquettes. Et puis après, parmi justement ces actions de prévention, il y a l'explication finalement aussi des labels qu'on peut retrouver sur les étiquettes qui ne veulent pas tous dire la même chose. Et donc, on a je continue avec mon WCF. Enfin, je n'ai pas d'action chez eux, mais c'est les premiers auxquels je pense. Mais ils ont fait ce travail-là aussi d'expliciter un petit peu les logos et de savoir ce que ça veut dire, puisqu'il y a quand même des allégations publicitaires sur certains produits qui ne veulent pas dire grand-chose, notamment sur la présence d'huile essentielle. C'est aussi quelque chose qui peut être dangereux. Manon parlait tout à l'heure du travail de la petite plaquette qu'on a fait sur les biocides, mais que vous retrouverez aussi dans les ressources complémentaires, où on a justement essayé aussi d'expliquer ces éléments-là. Des produits naturels sont des produits qui peuvent être actifs, et donc bien évidemment, ils sont aussi à utiliser avec précaution et parcimonie. Du coup, on a une autre question de cours, plus sur la partie comprendre les pesticides. Du coup, on indique qu'il y a beaucoup de pesticides différents. On présente quelques définitions comme celle des produits phytosanitaires et celle des biocides, mais ces définitions ne parlent pas forcément aux personnes qui suivent le MOOC. La personne en question aurait aimé une présentation détaillée de chaque élément. Elle demande si elle a loupé l'info ou si c'est normal. Du coup, je pense qu'on n'est pas rentré dans les détails. Enfin, je pense qu'on n'a pas fait une thèse sur chaque élément. Je te laisse répondre. Effectivement, dans le cadre du MOOC, on s'est aussi astreint à ce que les séquences vous occupent un certain temps, voire un temps certain, vous donnent la possibilité effectivement de trouver des ressources complémentaires, mais il a bien évidemment fallu se limiter dans les informations qu'on a partagées avec vous. J'ai essayé de ne pas avoir un vocabulaire trop abscon pour parler de ces questions-là. Je n'y suis peut-être pas parvenue et je m'en excuse, mais c'est vrai que ce sont des notions qui sont assez complexes, avec des définitions réglementaires qui ne sont pas toujours évidentes. Donc effectivement, on n'a pas été vraiment jusqu'au fond des choses. Je peux comprendre que certains d'entre vous puissiez l'attendre, mais c'était pas, même si c'est quelque chose d'important,
Ce n'était pas non plus le cœur du sujet. Cette séquence d'introduction, elle avait vocation à faire un petit tour de chauffe, si je peux dire. Donc, on a souhaité pas aller forcément trop loin sur cette question. Oui, il y a une autre personne aussi qui aurait aimé en savoir plus, donc ça répond à la question. L'idée, c'était pas de vous faire peur dès la première séquence. Sinon, on a une autre question, pas forcément liée en direct avec le cours, mais tu me diras si tu arrives à répondre. Que signifie l'expression agriculture raisonnée, souvent opposée à agriculture bio? Peut-on s'y fier? Est-ce qu'on va inventer un procès au gouvernement pour ses positions laxistes et complaisantes vis-à-vis des glyphosates et les autorisations accordées pour leur utilisation prolongée? Sur la première, agriculture raisonnée, agriculture biologique, l'agriculture biologique est un label avec une charte qui est validée, qui est contrôlée, ce qui veut dire que les gens qui la pratiquent et qui la font labelliser s'engagent à respecter un certain nombre de choses. L'agriculture raisonnée, ça a moins de valeur de ce point de vue-là. On va dire que c'est un grand concept qui avait vocation à raisonner l'usage de certains produits, mais qui n'avait pas vocation à arrêter l'usage de pesticides de synthèse. Donc, on est sur deux notions qui sont différentes. Sur la question d'intenter un procès contre l'État, je ne vais pas tout vous dire de ce qu'on a prévu de faire, mais on a déjà, alors là, en début février, on a déposé un recours contre les 3 ministères, justement parce qu'ils refusaient d'interdire un produit, un pesticide dont on retrouvait les résidus dans l'eau potable. On réfléchit effectivement actuellement à ce travail juridique de savoir si on peut considérer que l'État est responsable de la pollution par une certaine forme d'inaction. Donc, ce sont effectivement des questions sur lesquelles on réfléchit. On fait avec les moyens qu'on a et c'est pas si énorme que ça. Donc, voilà, on en a très envie de faire quelque chose dans cette idée-là, mais à voir. Et donc, pour mener toutes ces actions et recherches, êtes-vous entouré de professionnels? Je pense, la personne pense notamment à des écologues ou des hydrologues, etc. Est-ce que vous travaillez en partenariat, du coup, avec d'autres personnes? Alors, concernant Eaux et Rivières de Bretagne, on a déjà la chance d'avoir une équipe salariée avec certaines compétences et on a la très grande chance d'accueillir en notre sein, parmi nos adhérents, des experts sur certaines thématiques, à la fois effectivement des scientifiques, des gens qui connaissent très bien l'administration, des juristes. Donc, en fait, ça nous donne une certaine capacité à agir et une certaine capacité d'expertise que l'on renforce aussi avec le travail partenarial avec d'autres associations ou par le biais du mouvement France Nature Environnement. Tu as coupé ton micro, Manon. Merci, je parlais dans le vide. Il y a une question
enfin, qui n'est pas en lien direct avec le cours, mais plutôt avec vos actions en tant qu'association. La personne demande s'il est possible de faire appel à Bretagne Vivante ou Eau et Rivière pour effectuer des prélèvements dans un jardin privé ou l'eau d'un puits, pardon, pour mieux connaître en fait les contaminations, mais donc c'est sur un terrain privé. Voilà, je ne sais pas trop jusqu'où vous allez. Alors, nous, on ne le fait pas. Par contre, il y a des laboratoires d'analyse qui sont très compétents pour le faire. Et donc, il faut se rapprocher de tels laboratoires pour soit effectivement faire analyser l'eau de son puits ou faire des analyses de sol. Mais sur la partie analyse de sol, vous trouverez aussi des éléments dans une des séquences à venir sur cette question particulière. Très bien. Du coup, on retourne un peu sur le sujet de la réglementation. Il y a une personne qui demande, comme les personnes tout à l'heure, si c'est possible d'avoir un cours en détail sur la réglementation des pesticides. Alors, elle parle des AMM. Je ne connais pas l'acronyme, je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, ce sont les autorisations de mise sur le marché. D'accord. Alors, du coup, ouais, la personne dit que le cours mentionne l'existence de textes légaux, la réglementation européenne, mais on n'a pas forcément été dans les détails de ces textes-là. Idem pour les définitions. Donc, est-ce qu'on pourrait éventuellement fournir aux personnes qui souhaitent aller plus loin sur le sujet des documents en plus? Dominique? Je crois qu'on a perdu Dominique. Je réponds. Du coup, la personne a précisé sa question comme quoi il manque les références. Enfin, c'est vrai qu'on fait référence à des textes. On essaiera de vous préciser tout ça. Essayez de surveiller le forum des nouvelles. Pardon. Essayez de surveiller On a perdu Dominique, oui, je suis désolée. Du coup, on essaiera de vous fournir des éléments supplémentaires. Surveillez le forum des nouvelles. J'essaierai de voir avec Dominique qu'est-ce qu'on peut vous fournir pour essayer de vous en dire plus sur la réglementation. Alors, du coup, en attendant que Dominique revienne, on va peut-être passer au sujet 3. Du coup, Florence est toujours parmi nous, c'est bon. Le sujet 3, du coup, juste pour vous redire de quoi il s'agissait, on était plus sur la question des bienfaits de la nature, où on vous expliquait du coup les liens entre la santé et la nature, du coup sur les impacts que ça a sur notre physique, le moral, au niveau social, etc. On introduisait également la notion d'orthithérapie, là où je parle, dans la séquence, on parle de la fédération Jardin, Nature et Santé, du coup, dont fait partie Florence ce soir. Il n'y a pas encore de questions par rapport à ce sujet-là, mais j'invite les participants du coup, à poser leurs questions par rapport au sujet sur la santé. On reviendra, si on arrive à voir Dominique de nouveau parmi nous, on reviendra sur les questions auxquelles on n'a pas répondu tout à l'heure. Du coup... non, je me permets parce que j'ai vu une question, effectivement, je pense, sur les formations. Ah, d'accord. Voilà, alors, je l'ai vu, je vais vous mettre un lien en ligne, sur le chat. Donc, effectivement, la Fédération française Jardin, Nature et Santé a bien un site sur lequel vous pouvez retrouver les formations actuelles. Pour faire un petit peu simple, parce que je crois que c'était une question sur les formations diplômantes. Alors, en France, il n'y a pas encore beaucoup de formations diplômantes, mais ça commence.
il y a un DU Santé et Jardin qui vient de s'ouvrir à Saint-Étienne. Donc, il faut regarder, vous aurez un lien sur le site pour voir un petit peu les conditions pour rentrer dans ce DU. Donc, il y a une formation quand même un petit peu longue. Nous, à Chaumont, c'est vraiment des modules plus courts, c'est plus de la formation continue pour le moment. On y réfléchit quand même. Je voulais vous parler aussi d'une formation qui est avec un de mes collègues, parce que j'enseigne aussi en BTS, donc en CFA. Et j'ai un collègue de Brive-Voutzac du lycée d'horticulture qui a créé un MIL, c'est un module d'initiative locale sur jardinier médiateur. Donc, c'est une spécialisation et qui là couvre vraiment effectivement tous les domaines. Donc, nous, on l'accompagne sur la partie jardin de soins et de santé. Il y a aussi des jardins collectifs, comment animer tout ça. Donc, je ne sais pas si je réponds complètement à la question, mais voilà, vous avez des ressources là-dessus. Et puis, il y a aussi pour ceux qui parlent anglais, maintenant une formation en ligne avec l'AHTA, qui est une association outre-Atlantique et qui vous permet de suivre une formation d'orthithérapeute parce qu'aux États-Unis, ce métier existe, à la fois thérapeute et la composante horticole. Et donc ça, a priori, maintenant, c'est possible de suivre des modules de formation en ligne. Donc, je pense que ça peut être intéressant. Et c'est une fille qui a écrit des livres aussi, qui est voilà, je pense, riche de toutes ces expériences. Donc, ça peut être intéressant pour ceux qui parlent effectivement anglais. Oui, tu as bien répondu à la question, hein. C'était tout à fait ça. Quelle formation pour devenir animateur dans le cadre de jardin, etc. Et dans le cadre de l'hortithérapie, du coup, s'il y a des formations certifiantes, donc tu as bien répondu. Il y a juste une personne qui fait une remarque dans le chat, comme quoi il y a une formation à Romans-sur-Isère qui est certifiante dans la Drôme. Oui, alors, oui, c'est vrai que je vais me remettre dessus. Dans la Drôme, à Romans-sur-Isère. Oui, alors, je ne vous en ai pas parlé parce que c'est un petit peu compliqué. Je n'ai pas beaucoup de retours dessus. On a beaucoup de membres de la fédération qui avaient été contactés pour intervenir dans ce cours, dans cette formation, et qui ont été remerciés avant le début alors qu'ils mettaient aussi notre logo sur le site. Donc, je vous avoue que j'ai pas de retour et de visibilité pour l'instant sur le contenu de cette formation. Elle a commencé effectivement cette année. Donc voilà, je ne veux pas m'avancer sur le contenu en lui-même. Mais oui, c'est vrai qu'il y a eu cette formation qui a commencé. Mais je n'ai pas de retour pour l'instant. Celle dont je vous ai parlé, je connais les personnes qui les animent et le contenu est complètement en accord avec la fédération et avec toutes les idées qu'on défend. Super. Et donc, il y a une autre personne qui demande, dans le cadre de la création justement d'un jardin thérapeutique ou jardin de soins par une association, est-ce qu'il y a des règles à respecter? Est-ce qu'il y a des appels à projets éventuellement pour aider financièrement, j'imagine, pour aider à la conception de ce type de jardin? Alors, des règles, c'est vrai que moi j'ai un conseil, c'est que donc moi je suis effectivement paysagiste concepteur, hein, j'ai fait une école de paysage et donc je suis à même de traiter des projets plus ou moins grands. Mais quand j'arrive sur un dossier, quand on me demande je ne peux pas faire ce projet tout seul, toute seule entre guillemets, encore plus que dans un projet classique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit une réflexion, avant de commencer à dessiner quoi que ce soit une réflexion tripartite entre le demandeur, mais aussi les personnes qui vont vivre dans ce jardin, qui vont utiliser ce jardin, que ce soit les résidents, les patients ou les professionnels qui les accompagnent, et aussi les familles, et la personne qui va accompagner techniquement, que ce soit au niveau de la conception ou au niveau de la réalisation. Parce que oui, il y a des règles, mais il n'y a pas
on ne fait pas des jardins en kit, j'allais dire. Enfin, il y a pas, je ne peux pas vous dire, il faut faire ci, ça, ça. Je peux vous donner des grands principes que je rappelle à chaque fois et que je vais quand même vous donner, même qui sont très, très simples et très basiques, mais qui vont vraiment dans le sens du MOOC aussi. Mais il faut surtout s'appuyer sur cette co-construction parce que chaque jardin est unique, parce qu'il s'inscrit dans un site spécifique. Donc ça, pour nous, paysagistes, c'est le lot de chaque projet. Mais là, on a un contexte quand même particulier avec des gens fragilisés. Et donc, il faut rechercher à comprendre vraiment quels sont leurs besoins et quels sont les besoins de l'équipe qui l'accompagne. Et comment cette équipe qui accompagne, qui prend soin, quelle organisation elle a et quels moyens elle a de les mettre en œuvre. Parce que faire un jardin pour faire un beau cadre, pour faire un emballage vert, ça tout le monde sait faire. Et malheureusement, il y en a qui appellent jardin thérapeutique, des jardins qui finalement n'ont pas, qui ont un effet de jardin, un effet bénéfique, on est d'accord, mais qui ne sont pas vers le prendre soin vraiment de la personne et le fait de prendre tous les bénéfices du jardin et du travail au jardin qui vont permettre un mieux-être à la personne qui est fragilisée. Donc c'est vraiment très important de recadrer ce contexte et de prendre son temps. Parce que justement, moi, je le vois tous les jours dans les projets qui vont trop vite, où on me dit, voilà, on saute des étapes et on ne définit pas bien les objectifs thérapeutiques qui après se traduisent en objectifs plus opérationnels. Et après, on peut les traduire formellement sur un plan ou autre. Donc, c'est vraiment très important de prendre le temps pour ça. C'est des projets qui prennent leur temps. Donc, c'est pour ça que on n'est pas beaucoup forcément à le faire. Alors aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de budget non plus en face. Hein. Donc ça, je vais revenir sur la question de l'appel à projet. Après, moi, je mettrais deux grandes règles. C'est que les jardins de soins et de santé, les jardins thérapeutiques, il faut surtout déjà qu'ils créent une immersion dans le vivant. Donc, remettre du vivant dans les jardins. C'est-à-dire pas les jardins complètement polissés où tout est taillé au carré ou en rond. On laisse les plantes s'exprimer. On met un maximum de végétal et aussi de végétal qui crée de la vie, donc qui amène des oiseaux, qui amène des insectes, qui amène toute une faune et qui va créer un écosystème. Et là, du coup, on remet l'homme au cœur d'un écosystème et au cœur de la vie, ce qui va l'aider à aller mieux. Donc ça, c'est vraiment pour moi la base du jardin de soins. Après, effectivement, il y a toutes les activités que les personnes vont mettre, que les professionnels vont mettre en œuvre. Et je croise des professionnels qui sont incroyables pour ça, qui arrivent à faire du lien toute l'année avec le jardin, et qui arrivent à faire sortir des personnes qui ne sortaient plus du tout. Voilà, il y a vraiment des effets incroyables. Et donc, quand on prend soin bien sûr de la personne qui est là dans la structure pour être prise en charge, mais on prend aussi soin de la terre. On ne peut pas prendre soin d'une personne si on ne prend pas soin de la terre. Donc là, on revient le sujet de ce jour aussi, c'est-à-dire que c'est inimaginable dans un jardin thérapeutique d'utiliser des produits qui vont contre la vie. Donc, vous voyez, on a vraiment cette cohérence à trouver. Après, pour ce qui est des appels à projets, alors oui, il y en a. Il y a des associations nationales qui sont d'ailleurs en lien avec nous, qui sont assez connues comme Jardin et Santé. Donc, allez sur leur site, il y a des appels à projets. Si vous êtes accompagné par quelqu'un qui est bien sensibilisé aux choses, ça peut aider à ce sujet pour défendre votre projet, pour le mettre en forme. Donc, Jardin et Santé. Il y a aussi Truffaut qui fait qui lance parfois des appels à projets. Après, il y a des choses plus régionales. Là, je sais que moi, je suis en Bretagne aussi. Il y a un EHPAD qui m'a dit on a un appel à projet. Il y a eu des appels à projets aussi des hôpitaux de France, projet Plus de Vie. Donc ça, c'est pas très simple de trouver les bonnes ficelles. Et puis surtout, il faut bien regarder à quel public s'adressent ces appels à projets, enfin, pour quelle finalité. Mais on arrive à en trouver. Alors, je peux vous recommander aussi un blog, le blog d'Isabelle Bouc, qui était notre première présidente de la fédération, qui est une journaliste et qui, elle, s'est formée aussi à l'orthithérapie
aux États-Unis et qui est psychologue clinicienne. Et depuis des années, elle anime un blog qui s'appelle Le bonheur est dans le jardin. Et vous trouverez beaucoup de ressources dessus, beaucoup de témoignages sur différentes prises en charge. Et il me semble aussi qu'il y a quelques éléments sur comment financer un jardin de soins et de santé. J'ai aussi une autre collègue, Sarah Bertolotti, elle qui est plus dans la région lyonnaise, qui a son site qui est très bien fait, qui s'appelle Le Jardin des Êtres. Donc, il y a un petit jeu de mots entre l'arbre et la personne. Et je sais qu'elle avait fait un article aussi sur comment financer son jardin. Donc ça peut vous donner un petit peu des billes sur ce sujet. Du coup, on reste sur la thématique de création de jardin. Il y a une personne qui a un projet dans le Vaucluse, mais elle aimerait bien échanger avec d'autres personnes. Est-ce qu'il existe peut-être un annuaire des jardins? Tout à fait. Alors, sur le site de la fédération, on a un annuaire de tous les membres. Et dans le Vaucluse, oui, il y a du monde parce qu'autant on n'est pas encore très nombreux en Bretagne. Alors, avis à ceux qui veulent nous rejoindre sur cette thématique-là. Mais dans le Vaucluse, alors vous allez trouver effectivement l'annuaire des membres voilà, sur adhésion adhérent. Et là, vous aurez classé par région tous ceux qui interviennent. Alors, dans le Vaucluse, il me semble, alors est-ce que c'est le Vaucluse ou pas, mais en tout cas, c'est Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous avez un de mes collègues qui est paysagiste qui s'appelle, oui, c'est ça, il est bien dans le Vaucluse, Philippe Walsh. C'est les jardins à vie et qui est vraiment quelqu'un de très chouette et qui, je pense, va pouvoir vous accompagner sur votre projet. Contactez-le, dites-lui que c'est moi qui vous ai parlé de lui. C'est vraiment quelqu'un de très chouette et, voilà, et qui est dans votre secteur surtout. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas encore très, très, très nombreux, mais on essaye de quadriller un petit peu la France pour aider les porteurs de projets. Super. Et du coup, il y a une question par rapport, enfin là, on a beaucoup, il me semble que tu as parlé des jardins de soins qu'on pouvait avoir plutôt dans des institutions. Il y a une personne qui demande s'il y a des jardins de soins en dehors de ces institutions. Donc, il me semble qu'il y a d'autres associations qui développent leur propre jardin. Alors, il y a effectivement, alors je ne les connais pas tous, hein, mais j'ai accompagné notamment, et on en a de plus en plus en formation à Chaumont, parce qu'avant, il y a quelques années, on avait essentiellement des soignants qui venaient de structures médico-sociales donc il y avait beaucoup d'EHPAD, il y avait beaucoup d'établissements psychiatriques, et puis on voit de plus en plus des gens qui viennent avec des projets plus singuliers. Donc, il y a une jeune femme qui s'appelle Emmanuelle Luton que j'ai accompagnée pour l'aider à dessiner son jardin et qui, elle, a créé un jardin extra-institutionnel. C'est-à-dire qu'elle a créé son jardin et elle fait venir des institutions au cœur de son jardin. En fait, les institutions se déplacent. Et ça commence à un petit peu émerger et je pense que c'est une solution alternative qui est intéressante. Et au-delà de ces jardins thérapeutiques extra-institutionnels, on commence aussi à voir, et on est en train de développer une autre formation sur cette thématique-là, à destination des collectivités, parce qu'il y a certaines collectivités territoriales qui commencent à se poser la question d'avoir aussi leur propre jardin sur des pathologies un petit peu plus ciblées. Notamment, on a rencontré la ville de Poitiers, où eux, ils font énormément de choses sur l'autisme. Et voilà, il y a un jardin qui avait été fait par Gilles Clément, que je pense beaucoup connaissent, qui était à l'époque au sein de l'hôpital, mais l'hôpital a déménagé, les terrains ont été repris par la ville. Donc, il y a toute une démarche en fait assez intéressante pour voir comment animer ces jardins. Et après, oui, bien sûr, il y a des associations qui vont développer des jardins. Bon, Vers le Jardin est très actif en Bretagne. Ça va être
là, je ne sais pas s'ils ont parfois des populations un petit peu plus fragilisées. J'ai eu une stagiaire, alors je crois qu'elle était près de Nantes, il y avait une association où ils accompagnaient voilà, des personnes qui étaient un petit peu éloignées de l'emploi, avec des situations sociales compliquées. Donc oui, c'est aussi des populations fragilisées et qui ont toute leur... je ne sais pas si on peut avoir une légitimité, mais au contraire, je pense que les jardins ont toutes des bienfaits à apporter aussi à toutes ces personnes en fait, en souffrance. On a l'étude de dire que en fait, plus une personne est fragile, plus le jardin, plus la nature va lui apporter de bienfaits. Donc, effectivement, c'est tout à fait judicieux d'avoir aussi des jardins, pas seulement dans les institutions, parce qu'on l'a vu, notamment avec la crise sanitaire, on se rend compte qu'il y a des gens qui sont en souffrance face aux incertitudes, face à des vies peut-être de plus en plus stressantes. Donc, oui, c'est sûrement important de réfléchir à des jardins qui font du bien autrement que dans les EHPAD et dans les EPSM, enfin les centres médico-psychologiques. Eh ben, je vois qu'il y a plusieurs personnes avec des projets de création, donc c'est super chouette. On a plusieurs questions par rapport à ça. Une personne a un projet de création dans le Pays Basque avec un jardin qui accueille déjà du public vulnérable, mais elle demande est-ce qu'elle peut se faire accompagner dans ce projet? Alors, se faire accompagner, pourquoi pas. Après, ça dépend comment elle le souhaite. C'est vrai que nous, à Chaumont, on propose des formations parce que il y a quand même beaucoup de choses pour comprendre vraiment toutes les composantes, enfin déjà tous les concepts sur lesquels se basent ces jardins de soins et comment après les mettre en œuvre et comment accompagner les personnes. Donc, je pense que la formation peut être un bon moyen. Après, on a la chance d'avoir un livre qui est sorti il y a plusieurs années, qui s'appelle Les jardins thérapeutiques, qui a été écrit par Jérôme Pellissier. Pareil, a fait partie de la fédération, qui lui a des formations en gériatrie. Il écrit pas mal de livres. Il a écrit aussi sur d'autres sujets, je sais, en lien avec la santé. Donc, lui a écrit un livre qui est très, très complet. Alors, je vais vous le... 2 minutes, je vous le montre. Il s'appelle, voilà, Jardin thérapeutique et hortithérapie, qui est vraiment très complet. Il y a un livre, mais je ne l'ai pas lu encore, qui vient de sortir de Paul Lebet, qui a été cité aussi dans le MOOC, enfin, qui est intervenu dans une des ressources en ligne, mais je n'ai pas encore eu l'occasion d'avoir son livre entre les mains. Et en tout cas, celui de Jérôme Pellissier est en français parce qu'il y a énormément de littérature en anglais. Donc, si vous êtes angliciste, voilà, et vous trouverez, je pense aussi, sur justement le site de la fédération, toujours des ressources, des articles. Il y a aussi, effectivement, je vois, je n'avais jamais fait attention, mais un lien sur les appels à projets. Donc, on essaye de recenser un petit peu tout ce qui peut vous aider dans cette approche. Après, c'est compliqué, on n'est pas si nombreux que ça, donc vous accompagner personnellement, bénévolement, ça peut être complexe parce qu'il y a énormément de demandes et on n'est pas encore suffisamment pour pouvoir avoir une grosse activité bénévole. On fait ce qu'on peut déjà pour en parler, puis pour fédérer surtout. Mais voilà, après, justement, au sein de la fédération, il y a des professionnels, il y a des gens qui sont dans des associations et il y a surtout toute cette dynamique où du coup on échange, on parle et il y a beaucoup aussi de dynamique qui se crée par rapport à ça et du coup des liens des personnes qui rentrent en lien l'une avec l'autre pour justement s'entraider sur les projets. Oui,
Merci beaucoup, Florence. Ça fait beaucoup d'informations. Je propose du coup à toutes ces personnes qui ont besoin de ressources du coup pour être accompagnées, on vous fera un petit post sur le forum des nouvelles sur le MOOC. Moi, je m'entretiendrai personnellement avec Florence pour essayer de récapituler tout ce qu'elle a pu dire là ce soir. Comme ça, on vous mettra les liens vers les livres qu'elle a cités, etc., les articles, pour vous aider dans vos projets au maximum. Donc, surveillez le forum des nouvelles. C'est via ce forum-là qu'on pourra voilà, vous donner du contenu en plus. Sinon, du coup, là, on a parlé de création. Ça rejoint un petit peu une question qui a été posée sur les plantes, en fait, à planter, parce qu'il y a des plantes qui sont bonnes pour le moral et la santé, mais est-ce qu'il y a une plante en particulier qui serait vraiment particulièrement importante? Alors ça, c'est vraiment compliqué parce que pour quelqu'un qui aime les plantes, c'est très difficile de choisir. Moi, ce que je conseille dans les jardins, donc vous l'avez compris, c'est déjà de laisser les végétaux s'exprimer et surtout de leur trouver, j'essaye de choisir ce que j'appelle des végétaux généreux, c'est-à-dire qui apportent plusieurs choses. Quand on a besoin de se réinscrire dans le cycle de la vie, on a aussi besoin de se reconnecter, et je pense notamment aux personnes qui sont en institution, elles perdent la notion du temps, donc on a besoin de se reconnecter avec la saisonnalité. Donc tous les végétaux qui marquent cette saisonnalité sont très intéressants. Après, on peut trouver des végétaux du coup, qui vont avoir des changements donc, dans l'année, mais qui vont aussi apporter plusieurs atouts. Qui peuvent être parfumés, qui peuvent être comestibles, qui peuvent être mellifères. Voilà. Donc, on va essayer à chaque fois de maximiser la vie et les interactions possibles avec les personnes qui seront dans le jardin. Donc, vous dire comme ça, en arbuste, j'en ai deux qui me viennent comme ça en tête. C'est la mélanchier, qui est très intéressant parce qu'il a des fleurs parfumées qui viennent avant les feuilles, tôt en saison. Actuellement, ils sont en fleurs. Et on a après des baies comestibles et une couleur automnale intéressante. Je pense aussi au gâtillier, qui s'appelle de son petit nom latin le Vitex anus castus, qui est un arbre qui fleurit bleu, qui a des feuilles très jolies, assez découpées, et qui fait après des baies qui peuvent être utilisées en épices. Donc ça, même pour tout le monde, on peut en faire c'est un peu comme du poivre. Voilà, donc pareil, il y a du parfum et une silhouette assez intéressante. Sinon, en arbrisseau, je pense à la verveine citronnelle qui est pas rustique partout. Hein. Nous, chez nous, en Bretagne, en tout cas, dans le Finistère, on arrive à les garder d'une année sur l'autre parce qu'on n'a pas trop de gel. Mais il y a une texture, il y a un toucher très intéressant qui râpe un petit peu et il y a une odeur incroyable. Donc, ça peut permettre de faire des tisanes tout de suite parce que dans le jardin, d'interagir avec les plantes et quand vous êtes avec un groupe que vous prenez en charge, de terminer une session au jardin par une tisane, une découverte d'une saveur ou une réminiscence d'une saveur, c'est très intéressant. Donc oui, et là, quand vous le mettez frais dans une eau bouillante, ça fait un verre pétard très chouette. Donc voilà, après, il y a bien sûr toutes les aromatiques et quand même un petit bonus aussi pour tout ce qui permet le grignotage au jardin. Donc, je vous ai parlé de la mélanchier, mais aussi tous les petits fruits rouges. Le cassis qui permet aussi des tisanes. Le kiwi, une plante grimpante qui fait des tout petits kiwis qui n'ont pas de poils et qu'on peut manger directement. Et puis après, il y a effectivement plein de végétaux qui ont des effets. La mélisse qui est très intéressante et qui pousse facilement. Enfin voilà, mais on pourrait en parler des heures, il y en a vraiment beaucoup.
Oui, je vais t'arrêter, je suis désolée Florence. On va juste je vais répondre à une dernière question sur ce sujet-là. On doit absolument terminer à 20 heures, donc si on veut juste répondre aux questions qui ont été laissées sans réponse avec le départ de Dominique. Il y avait une dernière question sur ce sujet-là. Est-ce que le simple fait de remettre de la nature en ville permet de réduire le stress des populations? Je vous invite à lire, du coup, il y a un article dans les ressources du sujet 3, qui a une étude en fait qui a été faite à ce sujet-là, donc je vous invite à la lire. Et si vous avez des questions au niveau du cours, ouais, exactement, c'est bien. Si vous avez des questions à la suite de cette lecture, je vous invite à aller sur le forum des questions de cours auquel on pourra répondre voilà, plus précisément sur cette question-là. Merci beaucoup, Florence, d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions-là. On va du coup retourner sur le sujet des pesticides avec Dominique qui est de nouveau avec nous. On va essayer d'être assez rapide. Je suis désolée, on ne va pas pouvoir prendre de nouvelles questions. On va faire avec celles qu'on avait reçues tout à l'heure pour terminer à l'heure. Du coup, Dominique, il y avait une question, on a parlé des pesticides de synthèse en fait, mais il y a une personne qui demande est-ce qu'il y a des produits qu'on pense être un remède ou des recettes naturelles qui seraient finalement pas bons pour l'environnement et pour le vivant. Et elle pose notamment la question de la bouillie bordelaise. Alors je ne connais pas, mais est-ce que selon toi, si tu connais ce produit-là, est-ce que selon toi c'est mauvais pour l'environnement? Est-ce qu'elle est considérée comme un pesticide? Alors, d'un point de vue réglementaire, la bouillie bordelaise est effectivement un pesticide dont l'usage est toléré en agriculture biologique. Néanmoins, je vais faire une réponse d'ordre général. C'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, avec les huiles essentielles ou quelquefois on vend des désherbants à base d'acide, on conseille l'usage du vinaigre ou ce genre de choses. C'est bien, enfin, c'est bien cette question du jardiner avec le vivant qui nous intéresse. Et en fait, à partir du moment où vous allez mettre des produits actifs, quelle que soit leur origine, alors forcément, je ne vais pas vous inviter à utiliser des pesticides, mais ils ont un effet soit sur la cible que vous voulez atteindre, donc potentiellement, si je mets quelque chose, un insecticide, je veux tuer des insectes, donc je peux avoir des effets délétères sur d'autres insectes. Et la plupart du temps, les produits d'origine naturelle qui pourraient avoir un effet répulsif ou insecticide, ils ne sont pas sélectifs d'une espèce ou d'une autre, donc je peux avoir des impacts dessus. La question, par exemple, aussi de lutter contre des végétaux qu'on ne souhaite pas avoir dans son jardin en utilisant des herbants ou vinaigre ou du sel, c'est aussi destructeur et c'est aussi destructeur du sol parce que la salinité ou l'acidité peut avoir des effets. Donc c'est vrai qu'on a fait le choix dans ce MOOC Jardiner avec le vivant de ne pas vous conseiller l'usage de quelconque produit que ce soit. Tous ces produits sont des produits actifs, donc on vous encourage à bien regarder, à faire preuve d'une extrême vigilance et à vous renseigner. Extrême vigilance, y compris pour vous, hein, les usagers sont souvent, et les animaux, les enfants et les animaux domestiques sont souvent aussi ceux qui peuvent avoir des effets, des incidences sur l'usage de ces produits. Mais nous, ce qu'on voulait porter dans le cadre de ce MOOC, c'était vraiment la compréhension de l'écosystème jardin, de ce qui s'y jouait, les différents milieux que vous pouvez y retrouver, etc. C'était vraiment plus sur cette compréhension-là. Après, vous trouverez d'autres ressources à d'autres endroits qui vous présenteront les produits. Dans les ressources complémentaires de mémoire, il y a des ouvrages de terre vivante qu'on a pu vous conseiller et qui sont aussi dans lesquels vous pouvez trouver des éléments et des précisions de ce point de vue-là. Ok, et du coup, il y avait là un peu la même question par rapport aux produits qui sont dits autorisés en agriculture biologique.
J'imagine que voilà, c'est un peu la même chose, ça reste des produits, et donc vaut mieux limiter au maximum voilà, leur utilisation. Et donc, il y a une précision, effectivement, dans la bouillie bordelaise, il y a du cuivre. Et alors, la région Bretagne n'est pas forcément concernée, mais dans le Bordelais, il y a beaucoup d'utilisation de cuivre, notamment sur vigne, et ça peut effectivement entraîner des problématiques au niveau du fonctionnement du sol. Parce qu'en fait, il y a des concentrations qui sont importantes et donc il peut y avoir ce type d'effet. Donc, voilà, encore une fois, tous ces produits sont des produits actifs, même quand ils viennent quand ils sont d'origine végétale. Et donc, bien réfléchir avant de les utiliser et au mieux s'en passer. Ouais. Du coup, je vais revenir sur un sujet qu'on a abordé avant ton départ. On parlait des analyses, enfin des potentielles analyses du sol et tout ça pour voir si chez nous, il y a des produits mauvais. Une personne demandait si tu aurais une idée du budget que ça pourrait représenter. Alors, en fait, c'est très variable selon ce qu'on cherche. Si je prends par exemple une analyse d'eau pour rechercher des pesticides, on peut arriver à pas loin de 100 euros. Si on demande par exemple que chercher des nitrates ou de la bactériologie, on est dans des coûts qui sont très moindres. Donc, c'est variable selon ce qu'on cherche et selon le support, que ce soit du sol ou de l'eau, par exemple. Ok, super. Il y avait une dernière question d'une personne. Alors, c'est un peu hors sujet, hors sujet des pesticides, mais elle demande si on peut aider financièrement l'association. Du coup, je vais juste faire un rappel si vous voulez contribuer au MOOC. Le MOOC Jardiner avec le vivant est entièrement gratuit, mais il y a une page de dons. Si vous allez dans les onglets permanents au-dessus du cours, il y a un onglet dons et vous pouvez, voilà, si la formation vous a plu, si le sujet vous plaît, vous pouvez voilà, nous aider financièrement là-dessus. Sachez que la totalité des dons sera du coup départagée entre nos 5 associations qui ont contribué à la création du MOOC, mais également avec Tela Botanica qui nous héberge, qui est un partenaire vraiment très très important pour nous, sans qui le MOOC n'aurait pas vu le jour. Donc voilà pour les possibilités. Et sinon, si votre question était plus générale sur aider une association, oui, on prend il y a des donations privées qui peuvent être faites, mais par contre, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Donc Dominique, je ne sais pas si tu veux compléter. Sur les sites internet des associations partenaires du MOOC, vous trouverez une page de dons ou de soutien, et sachant que pour certaines de nos associations, ces dons sont déductibles de vos impôts, donc ça incite d'autant plus à en faire. Oui, voilà. Bah, du coup, on vous invite à regarder nos sites internet pour en savoir plus sur nous. J'avais dit qu'on ne prenait pas d'autres questions, mais il reste vraiment 5 minutes. Il y a une personne qui demande si on a, en fait, si on veut savoir si notre eau est potable, qu'est-ce qu'il faudrait rechercher comme substance? Est-ce qu'il y a une liste quelque part pour aider en fait à l'analyse? Donc l'eau qui sort de notre robinet est potable, et donc elle répond à différentes normes et limites de conformité. Je les ai pas toutes en tête, mais la question, les nitrates, la concentration en pesticides, le pH, il y a pas mal de choses. Je pourrais vous retrouver ça, mais je pense que le plus simple, en fait, c'est vous rapprocher d'un laboratoire d'analyse autour de chez vous, et vous aurez ces éléments-là. Concernant la Bretagne, alors excusez-nous de toujours ramener à notre région, on est très chauvin, mais c'est aussi celle qu'on connaît le mieux. On a des laboratoires type LabOCA qui offrent ce genre qui proposent qui développent ce genre de prestations. Donc, moi, je vous invite à voir avec eux directement, et ils sauront très bien vous conseiller. Oui, la personne, je n'ai pas précisé, mais elle demandait plutôt pour un puits, en fait. Oui, mais en fait, si tu veux, je faisais le parallèle, mais
C'est une eau considérée comme potable. En tout cas, celle du robinet, elle répond à des normes pour être considérée comme potable. Et l'eau du puits, en fait, il va falloir chercher la même chose que ce qui encadre l'eau du robinet si on veut s'arrêter sur la question des pesticides. Et effectivement, on a rajouté un joli nom qui n'est pas d'une plante, Escherichia coli. C'est de la bactério et on en entend un petit peu parler en ce moment, malheureusement. Super. Et il y avait, je prends vraiment la dernière des questions. Il y a une personne qui me l'a adressée à moi, mais en privé, donc les personnes ne pouvaient pas la voir. Si on a une plante qui est malade, existe-t-il vraiment des alternatives à l'usage des produits phytosanitaires si on veut sauver notre plante? Alors, c'est pas facile de répondre parce que en fait, il faut établir un diagnostic, c'est-à-dire savoir pourquoi cette plante elle est malade. Est-ce que c'est parce qu'elle manque de quelque chose, que ce soit en termes de nourriture, en termes d'exposition? Est-ce qu'au contraire, elle a des excès d'autres choses, en termes d'humidité, par exemple? Est-ce que c'est lié à une infestation d'animaux, enfin, de petits ravageurs? Du coup, c'est pas simple de vous donner une réponse. On essaye en fait de sortir. Les produits chimiques nous ont laissé penser que pour un problème, il y avait une solution. Les alternatives aux pesticides nous montrent qu'il y a un panel de solutions, souvent préventives, effectivement, à mettre en œuvre. Et pour le curatif, on peut aussi avoir des solutions, mais l'important, c'est d'abord d'être capable de poser le bon diagnostic. Super, merci beaucoup Dominique. Du coup, on va terminer pile à l'heure. On a beaucoup de messages de remerciements. Moi, je remercie toute l'équipe, toi Dominique et Florence d'avoir participé ce soir, mais également nos animateurs derrière l'écran, Adeline et Tristan, qui ont été là, même si on ne les entend pas. Donc, merci à eux et merci à vous, à tous les participants, d'avoir posé vos questions. On espère avoir répondu, enfin avoir satisfait vos questions. Et puis, merci pour vos encouragements, parce qu'on a beaucoup de messages de remerciements et voilà. Donc, ça fait chaud au cœur et c'est vraiment, on est très content de pouvoir former le plus grand monde possible. Comme je le disais, on a presque 9000 inscrits maintenant sur le MOOC. Donc, c'est génial et merci à tous de votre engagement. Et je vous souhaite une bonne soirée et peut-être à jeudi prochain. Ce ne sera pas moi, mais Laetitia Félicité, la responsable de la séquence numéro 2. Bonne soirée à tout le monde. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Manon. Du coup, il va falloir que je vous quitte. Oui. Juste, je ne m'étais pas trompée, c'était bien 19h30. Normalement, on avait dit un créneau d'une heure et demie maximum, donc jusqu'à 20h.
Ah bon, pardon. Moi, j'avais mis 19h30. Et du coup, si tu peux retenir le créneau pour ta séquence à toi. Après, voilà, si tu n'es vraiment pas dispo, on annoncera à 19h30. Hein. Ouais, ok. Et donc, je vais devoir partir. Par contre, je fais une formation sur la question des pesticides par visio prochainement. Donc, en fait, je la mettrai Ouais, carrément. Dans les actus, etc. Oui. pour compléter, en fait. Ouais, c'est ça. Sur le forum des nouvelles, du coup, c'est les animateurs qui s'occupent des publications, mais on fera le point. Tu me dis ce que tu veux mettre et puis je leur transmettrai. Ok, super. Bon, et cette fois, moi, je dois m'en aller. Ouais. Bonne soirée à tous les deux Merci beaucoup, Dominique. À bientôt. Y aller aussi. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très intéressant et très interactif. Donc, merci pour cette invitation. Ben, moi, du coup, j'ai pas vu Florence. Alors, j'ai pas vu la moitié de ce qu'elle a raconté. Mon ordinateur m'a planté. Mais enchantée d'avoir fait une connaissance numérique. Et ben pareillement, parce que j'en des rivières, de l'association des rivières de Bretagne. Donc, non, j'ai des collègues qui sont effectivement là où j'enseigne en BTS, on est écolabel et voilà, j'ai des collègues qui sont plus pointus sur ces questions-là et oui, on travaille avec le PNRA et tout ça. Donc, d'accord, voilà. super. Et ben à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée, merci à vous. Au revoir, Dominique. Et puis au revoir, Manon. Oui, à bientôt. Juste Florence, je te rappellerai dans les jours qui viennent pour réévoquer du coup ce que tu as dit un peu à l'oral au niveau des livres, des articles et tout ça, pour que je puisse préparer une liste en fait à transmettre aux participants. Ok. Je suis en formation à Chaumont mardi, mercredi, jeudi. Donc éventuellement, soit tu m'appelles en fin de journée lundi quand je serai sur la route. Voilà, je pense que je serai à partir de 16h, 16h30 sur la route. Et sinon, jeudi soir après 17h. Alors, ouais, ça va être compliqué du coup cette semaine, mais est-ce qu'on peut échanger par mail dans ces cas-là? Oui, alors quand je suis en formation, c'est des journées très denses. J'essaierai de regarder, mais Après, si c'est pas à l'instant T, hein, c'est pas, c'est pas grave. Mais c'est juste si tu peux me remettre par mail les éléments que tu as cités aujourd'hui. je vais me souvenir de tout. Mais ou en tout cas, ce que tu peux avoir en tête sur l'accompagnement à la création de jardin. Du coup, tu as cité un livre, tes différents collègues qui sont un peu partout en France. Non, mais je vais mettre les liens de la fédération avec les formations, l'annuaire des membres, et puis le livre de Jérôme Pellissier. Et j'ai vu que le blog d'Isabelle Bouc avait été mis en ligne. Donc je mettrai tout ça. Ouais, d'accord. Ok. Et ben j'essaye de te faire ça. Très bien. Ok, parfait. Super, merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci Manon. À bientôt.
Alors, je vais m'adresser aux personnes qui sont encore connectées. Du coup, la réunion est terminée. Je vous invite à quitter le Zoom avec le bouton rouge. En fait, dans votre barre d'outils en bas à droite, vous avez le bouton fin. Ça fera que vous quitterez du coup la réunion. Je vous invite vivement à le faire parce que du coup, on a besoin de débriefer avec l'équipe d'animation et on ne voudrait pas vous gêner en faisant voilà, on ne voudrait pas que vous gênez en parlant. Voilà. Donc, si vous voulez vous déconnecter, vous êtes bien évidemment invité à le faire. Je vous remercie. Bonne soirée.